Bonjour tout le monde, bienvenue au 05 Petite Enfance francophone. Donc, en tant que fournisseur de services éducatifs à la petite enfance francophone, nous assurons un rôle de modèle linguistique et culturel francophone pour les jeunes enfants. Nous avons un double mandat, donc les appuyer dans leur développement et aussi dans la construction de leur identité francophone. La FCO et ses membres travaillent sans relâche pour trouver les meilleures stratégies pour bien accomplir ce mandat. Différentes démarches pour suivre le cheminement de l'identité de l'enfant et pour soutenir le personnel éducateur dans son processus vous seront présentées. Donc, nous avons aujourd'hui Louise Legault, Danielle Patry et Chantal Maillé-Crittenden. Chantal est avec son équipe aussi. Et puis, ils vont nous présenter les recherches qu'on fait dans le passé. Comme l'horaire est chargé avec les présentations de ces études, nous aurons une courte période à la fin pour des questions suite aux trois présentations. Donc, pour débuter, j'aimerais vous présenter des fières franco-ontariennes, Louise Legault et Danielle Patry, qui sont titulaires d'un doctorat en psychologie expérimentale de l'Université d'Ottawa et détiennent le titre d'évaluatrice accréditée de la Société canadienne d'évaluation. Depuis plus de 30 ans, elle dirige ou collabore des projets couvrant le continuum de l'éducation en langue française, de la petite enfance à l'éducation des adultes, incluant l'apprentissage professionnel. Leur formation en psychométrie et leurs travaux sont mis à profit dans deux projets récents portant sur la conceptualisation d'outils mesurant le développement de l'identité francophone chez les jeunes enfants, la grille d'observation du développement identitaire des enfants, et chez les adultes, la grille d'évaluation de la construction identitaire de l'employé. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Louise pour débuter les présentations d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Chantal. Donc, pour faire suite à Chantal, qu'est-ce que tu as mentionné? C'était quoi le but de la rencontre d'aujourd'hui? Une petite mise en contexte de projet que Daniel et moi avons collaboré ensemble au cours des dernières années. Ces projets-là sont vraiment une réponse aux besoins en appui exprimés par le personnel éducateur qui doit d'une part bien accueillir et accompagner des enfants d'origine diverses et d'autre part préserver l'espace francophone puis soutenir la transmission de la langue et des cultures francophones. Donc, il faut trouver moyen d'appuyer le personnel éducateur dans son rôle de modèle francophone auprès des enfants. La FCO a développé il y a plusieurs années une formation qui s'appelle Francophone qui avait justement comme objectif, d'une part, conscientiser le personnel éducateur à son rôle de modèle francophone, puis de bâtir sa capacité à soutenir la construction identitaire des francophones. Et voici ce que ça a donné. Il y a eu plusieurs évaluations commençant en 2016-2017 jusqu'à l'automne 2023 dans lequel nous avons participé. Puis les résultats démontrent que le francophone réussit à conscientiser le personnel éducateur à son rôle de modèle francophone. Ça, c'est une bonne chose. Mais où la formation réussit moins bien, c'est de renforcer ou de bâtir la capacité du personnel à soutenir la construction identitaire francophone puis la capacité de parler en français des enfants. Donc, il faut trouver un moyen d'aider le personnel éducateur à traduire la prise de conscience en action. Puis ça soulève deux problèmes. Le premier, c'est qu'on a besoin d'un outil pour permettre au personnel éducateur de documenter le développement identitaire et langagier. Puis le deuxième, c'est qu'on a besoin d'un outil pour vraiment identifier les facteurs essentiels au transfert des connaissances à la pratique, de sorte à accroître l'efficacité, pas juste de la formation francophone, mais de toutes les formations qui ciblent le personnel éducateur francophone en milieu minoritaire. Je vais parler dans un premier temps de la grille d'observation du développement identitaire de l'enfant, la GOUDI pour les intimes, puis Daniel va adresser par la suite quels sont les facteurs essentiels au transfert des connaissances à la pratique.
Donc, qu'est-ce que c'est la Goody? C'est un outil convivial mesurant le développement identitaire et langagier des enfants qui sont âgés entre 18 à 48 mois. Cet outil est rempli par le personnel éducateur, puis elle consiste en une grille d'observation sur le développement des enfants. Pardon, je recommence. Le personnel éducateur évalue le développement des enfants à partir d'observations faites sur ce que l'enfant dit et fait. Puis ça se fait en l'absence de l'enfant, sauf pour un petit bloc. Ça prend à peu près 5 minutes à remplir. Donc, on a atteint notre objectif d'un outil facile à remplir et facile à interpréter. Les activités jusqu'à date, on a commencé par une revue de littérature et on a créé la Goody à l'hiver 2020. Puis on a par la suite fait 3 pilotages. Un premier à l'automne 2020, à l'hiver 2024 et au printemps 2024. Il n'existe pas à l'heure actuelle d'outils mesurant le développement identitaire en petite enfance. C'est très nouveau. Quand c'est nouveau, c'est innovateur, ça demande plus de pilotage. Le fondement théorique du développement identitaire se fonde sur la recension des écrits de Madame Julie Benoît, qui a été publiée en 2019, et sur la GEPTA, qui, elle, a été publiée par le ministère de l'Éducation en 2007. Le fondement théorique du développement langagier s'appuie également sur la GEPTA, mais s'appuie aussi sur l'outil qu'on appelle le Nipissing, puis un cahier visant les parents qui a été développé par Éduc en 2007. Okay. Alors, chacune des administrations, il y en a 3, on se souvient, a servi d'une part à améliorer l'outil, puis d'autre part, de peaufiner le processus d'accompagner le personnel éducateur en vue d'assurer la validité des observations captées dans la Goody. Je vais vous dire d'emblée, c'est pas un outil pour diagnostiquer. C'est un outil qu'on utilise quand on parle de population, un outil de mesure populationnelle, c'est pour regarder le développement au niveau de la population. Quelques résultats. Je vais vous parler surtout de l'échantillon de mai 2024, puis parmi tous les chiffres, ce que je veux que vous reteniez, c'est 3 choses. Il y a autant de filles que de gars, presque, ça s'équivaut. Il y a un plus grand nombre d'enfants préscolaires, presque 3 fois plus d'enfants du groupe préscolaire par rapport au groupe bambin. Puis il y a un peu plus que 2 fois le nombre d'enfants qui sont issus d'un foyer francophone, ce qui veut dire que les 2 parents parlent français par rapport à un tiers qui est issu des enfants qui sont issus d'un foyer exogame, dont un parent parle français et l'autre parle une autre langue, habituellement l'anglais. Puis il y a 4 enfants qui sont issus d'un foyer anglophone. Donc la majorité ou une grande partie de l'échantillon, ce sont des enfants d'âge préscolaire issus d'un foyer francophone. La figure ici, elle donne beaucoup de détails, puis laissez-moi vous expliquer un petit peu. La Goody contient 2 échelles, entre autres, une qui mesure la construction identitaire, puis l'autre qui mesure l'identité francophone. On a pris notre échantillon de 105 enfants, puis on l'a divisé en catégories d'âge. Donc, vous voyez en bas de la figure, le premier groupe d'âge se compose d'enfants de 18 à 23 mois, la deuxième catégorie d'enfants 24 à 29 mois, et ainsi de suite. La dernière catégorie se compose d'enfants de 48 mois et plus. Et ce qu'on voulait voir, c'est ce qui est arrivé. Au fur et à mesure qu'on monte dans les catégories, le score moyen des enfants de cette catégorie-là augmente. C'est ce qu'on voulait voir. Juste pour vous situer dans l'échelle, un score de 1 veut dire que l'enfant ne fait pas ou ne dit pas le comportement. Un score de 2 veut dire que l'enfant fait ou dit le comportement de temps à autre. Parfois il le fait, parfois il ne le fait pas. C'est en voie d'acquisition. Un score de 3 veut dire que l'enfant le fait. Oui, il fait le comportement. Donc, ça c'est
C'est exactement ce qu'on voulait voir au niveau de la validité. On voulait voir un score qui était plus bas quand dans les catégories d'âge plus basses et qui augmente au fur et à mesure qu'on monte dans les catégories d'âge. On a regardé aussi les données en divisant l'échantillon d'une autre façon. On a divisé et regroupé les enfants issus d'un foyer francophone, puis on a comparé leur score moyen sur l'échelle de construction identitaire puis d'identité francophone aux enfants qui sont issus d'un foyer soit anglophone ou exogame. Puis dans les deux cas, pour les deux échelles, on remarque que le score moyen des enfants issus d'un foyer francophone est plus élevé que le score moyen des enfants issus d'un foyer anglophone ou exogame. On voulait voir ça. Ça démontre que notre outil fonctionne relativement bien. Il y a deux autres échelles à la Goody. Il y en a une qui mesure la communication en général, peu importe la langue de communication. Puis l'autre l'autre échelle qui s'appelle langue de communication, c'est qu'on voulait voir et elle mesure. Chantal, si tu veux retourner en arrière, j'ai pas fini. Merci. Elle mesure à quel point l'enfant parle le français quand il communique. Et pour cette deuxième échelle-là, qui est en mauve, un score de 1 veut dire qu'il ne parle pas du tout français. Il parle anglais ou une autre langue. Un score de 2 veut dire qu'il parle un mélange de français et d'anglais. Et un score de 3 veut dire qu'il parle le français, juste le français. Et on a regardé les scores moyens par catégorie d'âge, puis c'est ce qu'on voulait trouver. Plus l'enfant augmente, plus on monte dans les catégories d'âge, plus le score moyen de ces enfants-là augmente, tant au niveau de l'échelle de communication que de langue de communication. OK? Alors, c'est ce qu'on voulait voir. On a ensuite divisé les enfants, le groupe d'âge. On a refait les mêmes analyses qu'avec les deux premières échelles en fonction de l'échelle de communication et langue de communication. Et encore une fois, on voit que les enfants issus de foyers francophones performent mieux, ont un score plus élevé sur l'échelle de communication, peu importe la langue. Par rapport à l'échelle de langue de communication, c'est la même chose. On voit que les enfants d'un foyer francophone performent mieux par rapport ou comparativement aux enfants issus d'un foyer anglophone ou exogame. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? C'est que la Goody, c'est un outil qui promet pour documenter le développement identitaire et langagier des enfants tout au long de leur parcours en milieu de garde. C'est aussi un outil prometteur pour évaluer l'efficacité que les éducatrices et éducateurs peuvent utiliser pour évaluer l'efficacité de leur propre pratique pédagogique qui vise à développer l'identité francophone et l'acquisition de la langue française des enfants. Voilà. Merci beaucoup, Louise. Donc, juste pour clarifier aussi, donc le pilotage 2 et 3, c'est fait au niveau des centres de leadership de la FCO. Donc, c'est la FCO qui a, les centres de leadership qui étaient le bailleur de fonds pour ce pilotage-là en 2 et 3. Merci, Louise. Donc, Merci. maintenant, je vais passer la parole maintenant à Daniel. Merci, Chantal. Alors, moi, ma présentation fait suite à celle de Louise. Vous allez voir qu'il y a des liens étroits entre les deux présentations. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la forte identité linguistique et culturelle de l'adulte en contexte minoritaire. Est-ce qu'il y a... Chantal? Non, ça va? OK, excusez, j'entendais un écho. Alors, je vais vous parler de la forte identité linguistique et culturelle de l'adulte en contexte minoritaire, puis l'outil qu'on a développé pour la mesurer. Alors, pour faire une petite mise en contexte, comme Louise a mentionné, les formations francophones réussissent à conscientiser le personnel éducateur à leur rôle de modèle linguistique et culturel. Par contre, on sait aussi que les changements qui sont observés sont
relativement superficielles. Euh, donc, ça ne change pas nécessairement comment le personnel va intervenir nécessairement auprès des enfants. Donc ça soulève la question, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le personnel à traduire cette prise de conscience-là dans des pratiques professionnelles qui soutiennent la construction identitaire des enfants? Alors, ce qu'on sait, c'est que selon les recherches, une forte identité linguistique et culturelle, c'est associé à des pratiques qui favorisent la construction identitaire des enfants. Donc, la FCO a décidé d'explorer comment on pourrait mesurer cette forte identité linguistique et culturelle du personnel éducateur. Alors, le petit modèle que vous voyez ici, là, ça illustre le processus qui est visé des formations francophones. Alors, on offre d'abord la formation auprès du personnel qui mène à la conscientisation du personnel éducateur quant à leur propre identité linguistique et culturelle, puis aussi à leur rôle de modèle francophone. Puis ça, bien sûr, en théorie, ça devrait aider le personnel éducateur à construire une identité linguistique et culturelle qui est plus forte. Puis on devrait observer ensuite des changements dans leur pratique professionnelle. Puis bien sûr, tout ça, c'est dans le but d'avoir un impact positif sur la construction identitaire des enfants. Alors, pour mieux comprendre le processus puis tester ce petit modèle-là, on a besoin d'un outil pour mesurer la forte identité linguistique et culturelle du personnel éducateur. Alors, pour ce faire, on a étudié la question de recherche suivante. Quels sont les facteurs clés qui favorisent une forte identité linguistique et culturelle chez l'adulte œuvrant auprès d'enfants pour contribuer à la pérennité de leur langue et leur culture minoritaire? Donc, notre étude comprend deux méthodes. La première étant une étude qui a eu lieu à l'automne 2023 qui avait comme but de piloter des énoncés dans le cadre de formation francophone qui permettrait de mesurer l'identité linguistique et culturelle du personnel éducateur. Et puis comme deuxième méthode, on a fait ça en parallèle essentiellement. On a mené une recension des écrits sur les facteurs clés qui favorisent une forte identité linguistique et culturelle chez l'adulte qui travaille auprès d'enfants. Alors, je vous présente quelques résultats du pilote. On a testé 16 énoncés. Les énoncés qu'on a choisis pour l'étude pilote sont basés sur des études antérieures, dont les formations francophones. Et puis les données proviennent d'un sondage qui a été rempli par 61 personnes qui ont participé à la dernière séance de la formation francophone en novembre ou décembre 2023. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que dans l'ensemble, le pilote a montré que la formation permet d'accroître la compréhension du personnel quant à leur rôle de modèle francophone, puis aussi du mandat des services à la petite enfance. La formation permet aussi de favoriser un sentiment de compétence pour agir comme modèle francophone. Alors, les études ont aussi suggéré, ou en fait, les résultats de l'étude suggèrent aussi que certains des énoncés qu'on a pilotés ont le potentiel de mesurer une forte identité linguistique et culturelle. Et donc, ce sont certains des énoncés ont été retenus dans notre outil final. Alors, je vous présente maintenant les principaux résultats de la recension des écrits. Alors, bien sûr, moi, ma présentation tourne autour de l'identité de l'adulte. Alors, même si on s'intéresse à l'identité de l'adulte, c'est important de reconnaître que selon la recherche, le développement identitaire, c'est un processus qui commence dès la petite enfance puis qui évolue tout au long de la vie. Les études montrent aussi que la langue et l'environnement social, c'est-à-dire le milieu dans lequel une personne grandit, jouent un rôle très important dans le développement de l'identité. Alors, pour faire un sommaire de la recension des écrits, on a développé un modèle conceptuel des facteurs clés qui favorisent une forte identité linguistique et culturelle. Donc, je vais vous présenter dans la prochaine diapo un très gros modèle. C'est assez complexe. Je vais essayer d'en faire un sommaire dans la mesure du possible dans le temps qu'on a aujourd'hui.
Vous verrez là, que le modèle contient plusieurs différents types de facteurs. Donc, notre première couche à l'extérieur, en gris, ça représente les facteurs externes. Et, ils comprennent différents facteurs, différents types d'environnements qui ont une influence sur le développement de l'identité d'une personne. Alors, en premier lieu, il y a l'environnement physique qui comprend, par exemple, des infrastructures comme des salles de spectacle, des musées, des bibliothèques qui fournissent des espaces francophones. Ensuite, on a l'environnement politique, par exemple les politiques gouvernementales qui favorisent la préservation des langues et des cultures minoritaires, ou encore d'un point de vue plus proximal, et dans le milieu de la petite enfance, on peut penser par exemple aux politiques qui sont adoptées par les centres éducatifs qui ont une influence sur ces membres. Il y a aussi l'environnement économique. Alors, on s'entend que pour soutenir la communauté francophone, on a besoin d'un financement pour organiser des services, des événements, des activités qui viennent appuyer la construction identitaire puis la vitalité de la communauté francophone. Il y a ensuite l'environnement psychosocial. Ici, il s'agit de l'influence du milieu social. Par exemple, on peut penser à la famille, les amis, les collègues de travail qui peuvent ou non soutenir le développement identitaire. Et finalement, on a l'environnement numérique, donc l'accès à des médias variés en français qui sont liés aux intérêts des francophones. Ensuite, dans la prochaine couche en bleu pâle, ça représente d'autres facteurs clés qu'on appelle des facteurs modérateurs. Puis les facteurs modérateurs, ce sont des facteurs qui peuvent soit augmenter ou réduire l'influence que les facteurs externes vont avoir sur les autres facteurs dans notre modèle. Alors ici, il s'agit des relations avec les personnes importantes dans notre vie, l'ouverture, la réflexion, puis la prise de conscience. Euh, Maintenant, à l'intérieur du modèle, ça représente les facteurs internes à la personne. Ça, c'est des facteurs qui sont basés sur la théorie de l'autodétermination, qui postule que la satisfaction de trois besoins psychologiques fondamentaux va favoriser l'action autonome, c'est-à-dire une régulation qui provient d'une source interne à la personne. Donc, les trois besoins sont le besoin, ou en fait, les besoins qui mènent essentiellement à un sentiment, le sentiment d'appartenance, de compétence et d'autonomie. Alors, je vous les décris brièvement. Euh, D'abord, le sentiment d'appartenance. Bon, ça découle du fait qu'on a tous besoin d'entretenir des relations humaines qui sont affectives et sécurisantes. Puis ça nous donne le sentiment d'être accepté, d'être compris, puis d'être soutenu, de faire partie d'un groupe. Ensuite, il y a le sentiment de compétence qui correspond au sentiment d'avoir les connaissances puis les habiletés qui sont requises pour agir de façon efficace. Donc, par exemple, une personne qui maîtrise très bien une langue va être plus portée à vouloir communiquer dans cette langue-là. Puis finalement, on a le sentiment d'autonomie qui renvoie vraiment à un sentiment d'être guidé par ses propres valeurs personnelles, ses intérêts, ce qui veut dire que la personne va agir par choix personnel. Alors, ces trois facteurs-là, ces trois facteurs internes vont avoir une influence sur la valorisation de l'identité francophone et culturelle. Puis c'est important parce que on sait que la recherche nous dit que pour être un bon modèle linguistique et culturel, la personne doit être en mesure de valoriser la langue et la culture. Finalement, en retour, la valorisation de l'identité minoritaire, elle est associée à l'engagement actif par choix. Donc, une personne qui est engagée va faire preuve de leadership communautaire, puis elle va être engagée aussi davantage engagée à transmettre la langue française et la culture francophone aux enfants. Alors, ça fait le tour du gros modèle. Et puis, c'est le sommaire essentiellement de la recension des écrits. Alors, sur la base de l'étude pilote qui a piloté essentiellement certains des énoncés, puis la recension des écrits, on a développé un outil pour mesurer la forte identité linguistique et culturelle de l'adulte qu'on a nommé pour le moment. Tout à l'heure, on a parlé de la en fait, on lui a donné un autre nom. On est encore en discussion sur le meilleur nom à retenir pour cet outil. Mais pour le moment, on l'appelle l'autoréflexion de l'identité francophone de l'adulte ou l'acronyme ARIFA. Alors, cet outil-là mesure différentes dimensions que vous allez reconnaître là, du modèle que je viens de vous présenter, dont certains aspects de l'environnement, le sentiment d'appartenance, le sentiment de compétence, la valorisation de la langue et la culture,
l'engagement actif ainsi que l'ouverture, la réflexion et la prise de conscience. Alors ici, je présente là, quelques exemples d'énoncés de notre outil Arifa. Alors, pour mesurer le sentiment d'appartenance, un exemple est je me sens accepté par les autres francophones au travail. Pour mesurer le sentiment de compétence, un exemple est je suis à l'aise de parler en français aux enfants. Pour mesurer la valorisation, un exemple est la langue française et la culture francophone sont importants pour moi. Puis finalement, pour mesurer l'engagement actif, un exemple est je communique en français avec mes collègues en tout temps. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour les deux outils? D'abord, pour l'ARIFA, on va prendre une mesure en novembre-décembre 2024, d'ici les prochains mois, pour valider une première version de l'outil. Puis, cet outil-là va nous permettre de suivre l'évolution de la construction identitaire du personnel éducateur, puis aussi d'améliorer les formations et l'accompagnement du personnel éducateur en fonction de leurs besoins. Puis, concernant excuse-moi, Chantal. Non, excuse-moi. Non, non, c'est ça. Je suis prête à la prochaine. Ça va. Alors, en concernant la GODI que Louise vous a présentée, il va y avoir une prochaine mesure en novembre et décembre 2024. Puis, la GODI va nous permettre de suivre l'évolution et la construction identitaire des francophones des enfants. Ça va nous permettre aussi de vérifier l'impact des interventions pédagogiques du personnel éducateur. Alors, ça fait le tour de la présentation. Merci. Merci beaucoup, Danielle et Louise. Donc, pour présenter maintenant le prochain groupe il va nous parler, donc c'est les francophones en milieu minoritaire du Canada sont constamment exposés à l'anglais, ce qui complique la persévération du français comme langue maternelle. En Ontario, la hausse des familles exogames entraîne une augmentation des enfants anglo-dominants dans les centres de la petite enfance francophone. Cette recherche visait à évaluer l'efficacité du plat de soutien pour aider ces enfants à acquérir le français en tenant compte de leur exposition au français à la maison, de leurs éventuelles difficultés linguistiques. Nous présentons les résultats préliminaires de cette recherche. Nous avons avec nous aujourd'hui Amber Flanagan, qui est une étudiante en première année de maîtrise en orthophonie de l'Université Laurentienne, où elle a également obtenu son baccalauréat. On a aussi aujourd'hui l'honneur d'avoir Ashley Benoît, qui est étudiante à la maîtrise en orthophonie à l'Université Laurentienne, et également Chantal Maillé-Crittenden, qui est orthophoniste et professeure agréée à l'Université Laurentienne pour l'école d'orthophonie. Sa recherche porte sur le maintien d'une langue minoritaire ainsi que sur l'impact du bilinguisme sur les compétences langagières des enfants qui ont un trouble développemental du langage. Elle a aussi été la fondatrice d'un groupe de recherche et de discussion intitulé Bilinguisme en Ontario, cas de troubles ou de développement typique chez les enfants. Je cède donc la parole au groupe d'intervenants afin de vous présenter leur découverte. Merci Chantal. Donc, ça nous fait plaisir d'être là avec vous. Je reconnais plusieurs noms. Donc, c'est bien de vous voir là. Donc, j'attends, j'attends que Chantal affiche la présentation. Donc, cette présentation, en fait, c'est une suite à ce que Louise et Daniel viennent de présenter. C'est vraiment dans le même contexte. On a quand même des objectifs très semblables. Louise t'a parlé d'outils pour mesurer la capacité des enfants de parler en français. Donc, vous avez le GODI. Puis Daniel t'a parlé de comment est-ce qu'on fait en sorte que la pratique des professionnels soit en lien avec la formation francophone qu'ils ont reçue. Donc, nous, c'est semblable là, à ce que vous avez fait dans le sens qu'on a essayé de mesurer aussi la communication orale des enfants et aussi la pratique des intervenants. Donc, c'est ça. Alors, cette recherche s'intitule Favoriser le développement d'une langue minoritaire dans les centres de la petite enfance. On va parler des défis et des opportunités. Alors, cette recherche était une collaboration, c'est une recherche-action
entre l'école d'orthophonie de l'Université Laurentienne et le Carrefour francophone de Sudbury. Alors, vous aviez ici moi-même, Ashley et Amber, puis on avait aussi William Kanya Muneza, qui est une orthophoniste à la clinique universitaire d'orthophonie, qui a participé à cette étude. Puis pour le Carrefour francophone, c'était vraiment le personnel éducateur, le personnel administratif, puis aussi le conseil administratif là, qui ont été impliqués dans l'élaboration de cette recherche-action. Donc, juste pour vous mettre en contexte un peu, tu sais, les francophones, comme vous savez, en contexte minoritaire au Canada, sont constamment exposés à l'anglais. Et ceci a un impact sur la préservation de la langue première, la langue maternelle des enfants. Puis j'ajoute aussi à cela que ça a un impact sur la langue seconde. Donc, les enfants qui apprennent le français comme langue seconde, bien le fait qu'ils sont toujours exposés à l'anglais a certainement un impact sur l'acquisition de cette langue. Donc, on a une comparaison entre le recensement de 1991 et 2016. On n'a pas encore les données de 2021. Je ne sais pas s'ils vont nous les fournir pour les familles exogames. Donc, on sait qu'entre 91 et 2016, il y a eu une hausse de familles exogames, qui veut dire qu'il y a donc une hausse des enfants anglo-dominants dans les centres de la petite enfance de langue française dans notre communauté, là, le nord-est de l'Ontario. Donc, moi, je vais commencer avec les objectifs de la partie 1. Donc, le premier objectif, c'était l'acquisition du français. Donc, on voulait évaluer l'efficacité d'un plan pour soutenir l'acquisition du français. Le deuxième, c'était le développement professionnel. Donc, on voulait évaluer l'efficacité d'un programme de perfectionnement professionnel pour les EPE. Et puis le troisième, c'était les profils langagiers. Donc, on voulait déterminer le profil linguistique des enfants et déterminer la présence de difficultés éventuelles en langage. Pour la méthode qui était aussi dans la partie 1, nous avons eu 34 enfants âgés de 18 à 48 mois qui fréquentaient des centres de la petite enfance en contexte minoritaire au nord de l'Ontario, qui se sont participés à l'étude du début à la fin. On avait environ 52 participants au début, mais comme la vie se déroule, notre échantillon s'est rapetissé un peu. Puis, les parents ont pu remplir deux formulaires. Le premier était un formulaire pour l'exposition aux langues et le deuxième était un formulaire sur les compétences langagières dans toutes les langues parlées. Maintenant, pour nos profils linguistiques, donc les profils linguistiques étaient établis selon leur niveau d'exposition en français. Donc, le profil A, c'est des enfants qui reçoivent une exposition minimale à la langue française, donc moins de 40% des heures de veille de l'enfant sont en français. Le profil B, c'était les enfants qui reçoivent une exposition satisfaisante à la langue française, donc entre 40 et 50% du temps étant en français. Le profil C, c'est des enfants qui reçoivent une exposition propice à la langue française, donc entre 50 et 70% du temps en français. Et puis le profil D, c'est les enfants qui reçoivent une exposition majoritaire et stable à la langue française, donc au-delà de 70% du temps. Les chiffres ici sont plus hauts que notre échantillon final de 34 enfants, mais ce sont nos chiffres du début de l'étude. Puis, on avait aussi un autre profil, que c'était le profil des difficultés langagières. Donc, cette étiquette s'ajoute au profil AAD lorsque l'enfant a des difficultés langagières dans toutes les langues parlées. Dans notre étude, excuse, on avait 13 enfants qui présentaient également des difficultés langagières potentiellement liées à un trouble du langage. Maintenant, pour l'intervention, donc notre projet avait un groupe expérimental et un groupe contrôle. Le groupe expérimental comprenait 5 sites, puis nous autres, l'équipe, on a modélisé des stratégies de stimulation du langage, puis les éducatrices ont pu poser des questions si qu'ils n'avaient. Le groupe contrôle comprenait de 6 sites et eux n'ont pas eu d'éducation spécialisée avec les stratégies. Donc, ça, c'est un diagramme flux des étapes prises pour réaliser ce projet de recherche. Donc, les 4 premières étapes, c'est dans la partie A. Amber va expliquer la partie 1. Amber va expliquer la partie 2 avec les autres étapes.
Donc, on avait sélectionné les sites expérimentaux, on a enseigné les stratégies à mettre en œuvre, on a revisité les centres de la petite enfance pour observer la mise en application de les stratégies qu'on a enseignées. Et puis, on avait une journée de développement professionnel au Collège Boréal. Maintenant, les fameuses les stratégies de stimulation du langage. Donc, si vous voulez en savoir plus, le code QR en haut vous apporte au site web. Puis, ces stratégies s'appliquent aux enfants francophones et aux enfants qui apprennent le français comme langue seconde. Donc, les stratégies ici, c'est ce qu'on a expliqué aux éducateurs et éducatrices. Puis, quelques-unes sont se mettre à la hauteur de l'enfant et allonger les énoncés de l'enfant. Il y en a beaucoup, donc on va pas tout passer à travers. Maintenant, les résultats préliminaires de la partie 1. On a pu identifier les perceptions des EPE sur l'efficacité d'un programme visant à améliorer les stratégies de stimulation du langage en français en milieu préscolaire. Et on a pu explorer les perceptions des éducateurs dans la petite enfance sur les ressources offertes par le Carrefour francophone de Sudbury. Donc, l'intervention du groupe expérimental a permis d'augmenter l'utilisation du français chez les enfants, surtout ceux dans les profils A et B, puis d'outiller les éducateurs sur les stratégies efficaces de simulation du langage en français. Puis les enfants ayant des difficultés langagières ont également progressé avec l'intervention ciblée. Et maintenant, pour les objectifs, pour la partie 2 de notre recherche, le premier objectif, c'est identifier les perceptions des EPE sur l'efficacité d'un programme visant à améliorer les stratégies de simulation du langage en français dans un contexte minoritaire. Le deuxième objectif était d'explorer les perceptions des éducateurs de la petite enfance sur les ressources offertes par le Carrefour francophone de Sudbury. Le troisième objectif, c'est mettre en lumière les observations et opinions des EPE sur le développement linguistique des enfants. Et le quatrième objectif était considérer les suggestions proposées par les EPE pour modifier les approches utilisées dans l'étude et mieux répondre aux besoins spécifiques liés au développement du langage en français. Donc maintenant, pour la méthode de la partie 2, on avait des entrevues de 30 minutes avec 22 EPE. On devait faire la transcription des entrevues. Nous avons analysé les rétroactions des EPE. On a identifié les pistes d'amélioration pour mieux soutenir les éducateurs travaillant avec les enfants préscolaires. Et on a adapté nos approches afin de mieux accompagner les éducateurs travaillant avec les enfants préscolaires. Maintenant, voici un diagramme flux de la deuxième partie. Donc, nous avons passé les EPE en entrevue. Nous avons fait la transcription des entrevues. Et maintenant, nous restons encore à analyser les données de transcription. Et pour la conclusion, il faut rester à l'écoute. Donc, maintenant, pour les entrevues. Donc, chaque membre du personnel éducateur a participé à une entrevue d'environ 30 minutes, durant laquelle il ou elle a répondu à 15 questions ouvertes, permettant de recueillir des données qualitatives et de recevoir leur rétroaction sur l'efficacité du programme de perfectionnement professionnel. Pendant la journée de développement qui a eu lieu au Collège Boréal, les échanges ont été très constructifs et les éducateurs faisaient preuve d'une excellente communication avec les chercheurs. Les résultats préliminaires ont montré que, tout en appréciant les stratégies proposées, les éducateurs auraient aimé avoir plus de ressources en français, telles que des livres, des activités animées, comme des bricolages, pour mieux soutenir les enfants dans l'acquisition de la langue française. Cette rétroaction permet l'amélioration et une adaptation des formations proposées pour répondre encore mieux aux besoins des éducateurs travaillant avec les enfants préscolaires dans les centres de la petite enfance.
Et maintenant, pour l'analyse des données. Donc, la prochaine étape de ce projet de recherche consiste à analyser les données recueillies lors des entrevues à l'aide d'un logiciel conçu à cette fin, afin d'identifier les éléments qui ont contribué au progrès du programme de perfectionnement professionnel, ainsi que ceux qui n'ont pas été bénéfiques. Et en conclusion, une fois l'analyse des résultats complétés, cela permettra de compiler l'ensemble des stratégies identifiées afin d'aider les éducateurs à mieux soutenir l'acquisition du français chez les enfants préscolaires qui fréquentent la CPE du Carrefour francophone de Sudbury. Alors, comme vous l'avez sûrement constaté, c'est une étude qui est encore en cours. Alors, il y a quelques pistes à suivre. Alors, on veut vraiment, comme Ashley et Amber l'ont mentionné, déterminer quantitativement l'efficacité du développement professionnel sur la communication orale des enfants. Donc, on a ces analyses-là, mais étant donné que ce sont des projets de maîtrise, on est encore là, en train de travailler sur ces analyses-là. On veut aussi, les résultats préliminaires qu'on vous a présentés aujourd'hui, là, c'était quand on y jette un coup d'œil assez rapidement là, de voir les tendances. On a aussi besoin de déterminer quantitativement l'efficacité du programme de sensibilisation. Donc, une chose qu'on n'a peut-être pas mentionnée autant aujourd'hui, c'est que pendant la recherche-action, on communiquait avec les parents pour leur envoyer des informations sur l'importance de l'exposition au français à la maison. Donc, on veut voir si cette sensibilisation-là a mené à une hausse des heures d'exposition au français. Et comme l'a mentionné Amber, on veut analyser là, qualitativement la perception des EPE sur le développement professionnel. Donc, grande ligne, cette recherche-action met l'accent sur le développement de la communication orale en français dès la petite enfance et propose un programme de formation continue pour les EPE de la petite enfance. Pour la communauté, ça permet de soutenir le développement des compétences langagières des enfants francophones, même en contexte minoritaire. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de défis. Donc, on essaie de mettre en place un programme de formation pour les EPE qui va les permettre là, de surmonter tous ces défis-là. Les conditions nécessaires, d'après ce qu'on a vu selon les résultats préliminaires, c'est qu'il faut un plan structuré et des stratégies fondées sur des preuves empiriques. Et il faut vraiment l'engagement du personnel éducatif, des cadres et des familles. Donc, ça prend vraiment un village pour élever un enfant, encore plus, un plus gros village pour élever un enfant francophone ou qui apprend le français en contexte linguistique minoritaire. Puis, je peux dire aussi que la majorité des EPE avait suivi la formation francophone. On n'a pas ajouté ça comme variable parce que c'était pas tout le monde, puis ils l'ont suivi à différents moments, mais ils avaient déjà cette connaissance-là avant d'embarquer dans le projet, là, dans la majorité des cas. Puis le code QR à la toute fin, c'était vers mon site web. Donc là, on a vraiment toutes les étapes de la recherche, où nous en sommes rendus. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller voir étape par étape là, ce qui a été effectué jusqu'à présent dans notre projet. Donc, merci pour votre écoute. Super. Merci beaucoup à ton équipe, Chantal, pour cette belle présentation. Merci aussi à Danielle et puis Louise d'avoir présenté vous aussi. Donc maintenant, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes jusqu'à 1h05. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions pour nos équipes ici à l'écran. Oui, oui. Oui, bonjour, Éric Génier de TFO, j'espère que ça va bien. Je voulais simplement, saluer Daniel. Deuxièmement, je voulais vous remercier pour les présentations. C'est toujours intéressant de la perspective de TFO d'entendre un peu comment est-ce qu'on fait pour mettre en place les bons cailloux, ou bien les bonnes assises dès la petite enfance, justement, dans l'optique de la construction identitaire. Puis pour moi, la question que j'ai pour vous est peut-être très large, mais c'est sûr et certain quand on fait des recherches, quand on publie,
on a une prochaine étape ou on envisage une prochaine étape. Je me questionne à savoir si vous avez des prochaines étapes et si oui, si elles sont terrain, si elles sont sur le terrain, ces étapes-là. Donc, je vais y aller. S'il y a des gens qui ouvrent son micro, je vais aller avec ça. Je peux y aller. Donc, pour nous, bien, c'est sûr que ben, la recherche-action était sur le terrain. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il faut vraiment un accompagnement. Alors, on a visité les sites à maintes reprises, on les a accompagnés, puis ça a pris beaucoup de temps à avoir, je dirais, la confiance du personnel éducateur en nous comme chercheurs et à réaliser qu'on n'était pas là pour les évaluer, on n'était pas là pour juger leur performance, mais plutôt les guider, les accompagner, travailler avec eux pour élaborer ensemble des solutions possibles. Donc, je pense que c'est ça qui est important. C'est, tu sais, on peut avoir des programmes de développement professionnel, mais c'est l'accompagnement. Comment est-ce qu'on les met en pratique, ces compétences-là? Donc, nous, c'est ça on est déjà en train d'envisager un prochain projet qui cible vraiment l'acquisition du vocabulaire en français. Et va se rendre dans les 11 sites du Carrefour francophone pour travailler avec les EPE, pour démontrer, pour les accompagner. Donc, ça prend beaucoup de main-d'œuvre, mais c'est pas juste notre étude qui l'a montré. Il y a plusieurs autres études qui montrent que il faut vraiment cet accompagnement-là pour assurer que les stratégies gagnantes soient, qu'il y ait une implantation des stratégies gagnantes sur le terrain. Chantal, je vais juste réagir. Je vais mettre mon adresse courriel dans le clavardage. Je pense que ça pourrait être intéressant d'explorer comment est-ce qu'on pourrait s'entraider. Absolument. Merci beaucoup, Éric et Chantal. Est-ce qu'il y avait autre commentaires, Daniel? Oui, en fait, Eric, je dirais que bonjour. Euh, je dirais aussi que, comme on a mentionné dans nos présentations, Louise et moi, on continue à valider les outils. Puis cette validation-là permet en fait aussi une amélioration des accompagnements puis des formations parce qu'on a toujours des retours de la part des participants. Et puis je pense que c'est une étape en soi, mais la FCO a toujours intérêt à essayer d'améliorer justement pas juste les formations, mais l'accompagnement auprès là, des éducateurs. Toujours, bien sûr, tu sais, avec l'objectif là, de bien accompagner aussi les enfants. Alors, puis dans leur construction identitaire. Mais c'est ça, il y a plusieurs projets en fait, qui évoluent en parallèle souvent. Euh, à la fois d'un point de vue plus théorique, puis d'autre part aussi sur le terrain. Mais je trouve ça intéressant aujourd'hui parce que je me rends compte à quel point on peut travailler des fois un peu en silo. Puis l'équipe de Chantal me fait voir à quel point faudrait vraiment se rassembler pour pouvoir justement travailler un peu plus ensemble. Absolument. Merci beaucoup, Daniel. Louise? Oui, moi je vais ajouter mon 5 cents. Pour la goodie, puis je dois donner le flambeau à Chantal. Les premières fois, c'était pas facile. Le personnel éducateur, tes éducatrices, éducateurs, ben, ils regardaient ça d'un certain œil. La goodie, ça va prendre du temps, c'est pas rentable. J'ai déjà tellement à faire, c'est une surcharge de travail. Et puis l'accompagnement est super important pour qu'ils comprennent bien l'utilité de l'outil pour eux-mêmes, puis ils se l'approprient par la suite. Puis c'est une des raisons pourquoi on a gardé cet outil-là court, facile à remplir, et puis facile aussi à avoir des résultats. Ils vont voir les résultats tout de suite. Ça c'est ta carotte au bout du bâton, si on veut. Et puis d'un point de vue organisationnel, ou même au niveau d'un centre éducatif, euh, c'est intéressant de voir l'évolution de tes enfants parce que je ne l'ai pas présenté aujourd'hui, manque de temps, mais on est en mesure de mesurer le développement de l'enfant d'une fois à l'autre. Et puis c'est un outil qui est quand même assez brut. On ne se le cache pas, c'est pas aussi précis que qu'est-ce que vous utilisez en orthophonie, mais il reste qu'il peut détecter une différence quand on regarde le développement de chacun des enfants. Puis ça, je trouve ça drôlement intéressant.
Il y a évolution, il y a des enfants qui augmentent dans leur capacité, il y en a d'autres on a regardé 3 mois d'intervalle, il y en a d'autres qui restent stationnaires, ça c'est intéressant en soi. Puis il y en a d'autres qui diminuent, une petite proportion diminue dans leur capacité, puis c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe pour ces enfants-là. C'est pas nécessairement des enfants non plus avec des problèmes langagiers ou des difficultés langagières. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Merci beaucoup, Louise. Martine. J'ajouterais que pour faire du pouce sur l'intervention de Daniel, je pense que ça serait vraiment intéressant qu'on poursuive la réflexion ensemble parce qu'effectivement, je pense que les projets peuvent s'apprendre de l'autre. Puis Eric aussi, dans le fond, les ressources produites en français éducatif, ça peut être un outil, un levier aussi à introduire dans l'accompagnement du personnel éducateur. Pour nous, la FCO, évidemment, on vise la continuité de ces projets-là et l'accompagnement de notre personnel pour voir un changement dans, je dirais, la culture organisationnelle de notre personnel, parce que c'est d'arriver là et à l'image du Carrefour, on se pose des questions sur c'est quoi les meilleures pratiques pour accompagner et que ça devienne un automatisme de la part de notre personnel que d'avoir cet œil-là du point de vue du développement identitaire et langagier des enfants qui accompagnent dans un contexte majoritairement anglophone. Donc, je suis vraiment très contente de voir cette synergie-là aujourd'hui, puis de voir comment on pourrait continuer à travailler ensemble pour la suite des choses. Merci, Martine. Donc, est-ce qu'on avait des gens qui auraient le goût de poser d'autres questions? Chantal? Moi, j'ai une question pour Louise. Donc, dans ta figure, il semblait y avoir une baisse dans les moyennes entre les deux derniers groupes d'âge, là, vers le 48 mois. Est-ce que, pour moi, je trouve ça inquiétant. Donc, juste donner un petit aperçu, je suis en train de mener une étude longitudinale et on a suivi des enfants de la maternelle jusqu'à la troisième année, puis on a vu ce déclin-là. On a vu soit un plateau ou un déclin. Puis là, cette année, on va les évaluer maintenant qu'ils sont en neuvième année. Alors, 10 ans plus tard, là, entre la maternelle et la neuvième année. Donc, on a bien hâte de voir ce que ça va donner comme résultat. Mais disons que ça me surprend de voir ce déclin-là à un si bas âge. Est-ce que tu pourrais en parler? Ben, on devait faire un suivi cet été, puis de fil en aiguille, on n'a pas pu faire un suivi. On a identifié les enfants qui avaient une baisse. Puis par baisse, je parle d'une baisse significative, là. C'est de descendre de 3 à 3,75 là, sur l'échelle, ça compte pas. Il y a quelques hypothèses, Chantal. Il y a peut-être des choses là-dedans que tu as déjà entendues. Ça se peut que les enfants s'amusent, cet enfant ou ces enfants-là s'amusent au moment où on fait la mesure au mois de mai, s'amusent à apprendre l'anglais. C'est correct, mais il faut le tenir en compte. Puis on n'était pas sûr avec cette hypothèse-là parce qu'on a demandé à l'éducatrice, écoutez, c'est en général. Puis je pense que l'éducatrice connaît assez l'enfant pour savoir, bon, mais est-ce qu'il s'amuse? Est-ce que ça serait parce que, il y a plusieurs hypothèses, ça serait-tu parce qu'il y a un enfant nouveau qui s'introduit dans le groupe qui est unilingue anglophone et la recherche démontre que l'introduction d'un enfant unilingue anglophone a une influence sur le groupe. J'ai regardé aussi si c'était rattaché à un foyer en particulier, des foyers anglophones, ou un foyer qui est exogame par rapport à un foyer francophone, et non. Donc, il va falloir faire des suivis auprès de l'éducatrice. Dans ce cas ici, c'est des éducatrices qui ont rempli la grille pour savoir un petit peu, gratter un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé. Puis parce qu'elles sont tellement près des enfants, je pense que c'est une opportunité en or de comprendre un petit peu le processus, qu'est-ce qui se passe. Ceci dit, il y a toujours une régression vers la moyenne des scores quand on fait des tests-retests. So, on s'attend d'avance à voir dans un deuxième temps un score un petit peu plus bas. Mais ça n'explique pas ce qu'on a vu non plus. Toi, Chantal, as-tu eu des pistes pour expliquer ça? Je tiens pour acquis que c'est Chantal moi, puis pas Chantal Vaillancourt. Euh, Bien,
c'est sûr qu'entre la maternelle et la troisième année, c'était pas surprenant nécessairement. Euh, Ce qui a étonné, nous, c'est qu'on avait regardé aux compétences langagières là, en profondeur et on voyait que les francophones, les petits francophones issus d'un foyer endogame français, leurs compétences en français, soit qu'elles plafonnaient ou qu'elles diminuaient, puis que les compétences en anglais augmentaient. Donc, c'est plutôt ce groupe-là qui nous inquiétait. Les enfants issus de foyers anglophones ou exogames, ça fait partie de la réalité. C'est des enfants bilingues, mais donc eux, c'est quand même conforme à ce qu'on voit dans la recherche, mais c'est nos petits francophones qui semblent y avoir un déclin dans leurs compétences langagières en français. Donc, c'est ça, je ne veux pas dire inquiétant, ça fait peut-être partie de notre réalité comme communauté minoritaire, comme bilingue, mais il faut essayer d'expliquer, là, de voir, j'ai hâte de voir ce qui se passe en neuvième année. Est-ce que ça continue, là, un déclin perpétuel ou est-ce qu'à un moment donné, ça se stabilise? Donc, tu sais, c'est ça, c'est de voir qu'est-ce que ça veut dire à long terme. Peut-être qu'on va pouvoir les suivre rendu en douzième année, ça serait l'idéal, mais bon, à voir. C'est ce qu'on veut pas voir, c'est un bilinguisme soustractif à la Rodrigue Landry, puis c'est ce qu'on voit, oui. Puis tu as Exactement. raison, en bas âge, c'est intéressant parce que ça met la table pour le restant, oui. Merci beaucoup. Puis ça va être intéressant de voir nos prochaines mesures aussi s'il se passe la même chose. Donc, je tiens à souligner ça aussi parce qu'on a une autre mesure de planifier là, pour décembre et février. Donc, super. Alan, Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation. C'est toujours très intéressant d'avoir des choses qui se travaillent, des recherches, des analyses, etc. On n'est pas encore à la fin, mais euh, juste pour vous dire par rapport à mon expérience personnelle en tant que maman immigrante au Canada, je suis arrivée avec deux enfants. Ma fille avait 8 ans, mon fils avait 13 ans, il parlait pas un mot d'anglais. Ils sont à l'université maintenant et ils parlent que en anglais. Donc là, je vous parle d'université, je vous parle même pas du secondaire. C'est la voie euh, que tous les enfants prennent au Canada. C'est vraiment l'anglais qui prime. Je voulais juste intervenir par rapport à ça. Peut-être ça va vous aider, peut-être les recherches vont arriver à ça. Mais moi, mon expérience personnelle, pas un mot d'anglais, au bout de 2 ans, il parlait mieux anglais que moi qui ai fait des études universitaires. Et puis par la suite, merci beaucoup, c'est Alan. vraiment quelque chose l'anglais est vraiment là. Merci beaucoup, Alan, d'apporter un autre point de vue côté personnel là, de ce que tu as vécu toi-même. Donc, merci pour ça. Donc, c'est ce qui met fin à notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, nous espérons que cette présentation vous a éclairé sur les enjeux de la francophonie en situation minoritaire en petite enfance, euh, ce qu'on vit à tous les jours. Donc, au plaisir de vous revoir dans une autre rencontre de 0,5 petite enfance francophone. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, tout le monde. Au revoir.